Bonjour, bonjour et bienvenue à ce 4e jour de notre semaine du relecteur et du traducteur littéraire en ligne, Readers and Translators Week Online. Aujourd'hui, nous serons sur le thème « Traduire les identités littéraires dans un monde globalisé ». Depuis mercredi, nous avons parcouru déjà pas mal l'univers de la lecture, l'univers de l'écriture. Nous avons eu des auteurs, nous avons parlé de l'ailleurs, de l'universel, de la reconnaissance des identités. Nous avons évoqué tous les éléments qui peuvent être mis ensemble pour que l'on puisse avoir une littérature déjà prête pour la traduction. Donc aujourd'hui, nous sommes avec les traducteurs, avec la question de la traduction pour cette journée. Donc nous aurons deux échanges. Le premier, là tout de suite, sur traduire les identités littéraires dans un monde globalisé. Et le second, ce sera où il sera question maintenant de repenser les théories de la traduction à l'aune des des mouvements, comment je pourrais dire, des réalités socio-linguistiques africaines. Donc voilà ce que nous aurons pour la journée. Alors, pour ouvrir ceci, j'ai avec moi Carmen Pédi. Carmen, bonjour. Bonjour Carmen. Carmen m'entend? Marielle, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous écoute, monsieur. I'm getting you 5 on 5. Okay, thank you very much, Mariel. Now it's about Carmen. I guess she's not getting us. Carmen, est-ce que tu nous suis? Là, il faudrait que Carmen vérifie son micro, vérifie les paramètres audio, parce que là, j'ai l'impression qu'elle ne nous entend pas. Okay. Yeah. Well, Mariel, while Carmen is waiting or trying to adjust her audio settings, so tell us a bit about you. What should we know about you before starting this panel? Okay. Once more, good morning to us all, and especially good morning to the panelists. Okay, I'm Paul GP1G Billy Mariel. I'm a professional translator, a graduate from the School of Advanced School of Translators and Interpreters at Stiboya. Equally, I'm also a teacher. I teach English language, Anglais, English literature, French, and I equally teach in a linguistic center. Yeah, so in a nutshell, that's me. Okay, thank you very much, Mariel. And that is going to be very important as far as translation is concerned, and as far as we're talking of literary translation, which is one of the most complex duties regarding this task. So welcome, and thank you for taking this time and share your experience with us. It's a pleasure, sir. Thank you. Okay. Well, let me just add the others to this scene. And then Linda. Okay. All right. Bonjour Carmen, tu nous entends à présent? Carmen, est-ce que tu nous entends? Il y a toujours un souci audio avec Carmen. Carmen, est-ce que tu nous entends? Ok. Toujours pas. Linda? Donc, Linda, elle a quelques soucis avec sa connexion. Alors, ce qu'on peut commencer déjà par tenir le temps que les panélistes puissent nous rejoindre.
C'est la traduction aujourd'hui. Quand on parle de traduction littéraire, on se situe dans un des domaines les plus complexes de la transmission des écritures, la transmission des idées, la transmission des valeurs, la transmission des cultures. C'est l'un des exercices les plus complexes. Alors, il est aujourd'hui question de savoir, quand on traduit, quel angle peut-on prendre? Comment aborder la question pour qu'elle ne soit pas, justement, pour ne pas trahir l'auteur. Trahir ici, maintenant, n'est pas dans le sens de trahir habituel que tout le monde connaît quand on parle de la traduction qui trahit l'écriture, qui trahit l'auteur. On parle plutôt de ne pas être fidèle à ce que l'auteur pense. Mais on parle pas de ne pas être fidèle, mais on parle toujours de ne pas être fidèle à ce que l'auteur pense, ça d'une certaine façon. Maintenant, regardons un peu cette trahison d'une autre façon. Est-ce que, aujourd'hui, si on prend de traduire, trahir, ce serait maintenant ne pas donner le plein potentiel de l'auteur. Donc aujourd'hui, avec nos panélistes, nous allons visiter ce monde. Ce monde, nous allons le visiter et essayer de décrypter les diverses attitudes, les diverses méthodes, les diverses commandes qui existent autour de la traduction littéraire. Alors, je vais vérifier. Linda, tu es de retour parmi nous. C'est OK déjà, Linda? Marielle, tu nous entends? Can you get us, Marielle? Can you get me? Yes, I'm getting you, Mr. Ray. Okay, thank you. Carmen, tu nous entends? Carmen, apparemment, ne nous entend toujours pas. Linda, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, oui. Ok, s'il vous plaît, si vous entendez, réagissez pour qu'on puisse être certain que vous êtes bien présent. Linda, est-ce que tu nous reçois? Ok, c'est parfait. Parfaitement, c'est bon. Ok, c'est parfait, tout le monde nous reçoit. Alors, justement, il y a eu une présentation de Marielle. Sur 5. Ok, c'est parfait. Alors, Carmen, qu'est-ce qu'on peut savoir de toi avant de débuter? Bon, merci de m'avoir passé la parole, cher modérateur. Moi, je suis Carmen Pézy, étudiante en traduction, diplômée en traduction, étudiante en traduction avec quelques bases en communication et écrivaine en herbe. Si je peux me qualifier ainsi, écrivaine en herbe. Donc, je diversifie mes talents linguistiques à travers l'écriture et le verbe. D'accord. Ceux qui n'ont pas la parole, est-ce qu'ils peuvent couper leur micro parce qu'on entend des enfants dans le fond? Très bien. Linda, alors qu'est-ce qu'on peut savoir de toi? On a eu Marielle, on a eu Carmen. Alors Linda, qu'est-ce qu'on peut savoir de toi? Quel est ton lien avec la traduction? Tu nous reçois, Linda? Le micro est coupé, Linda. Bon, je crois que Linda, certainement, sera mieux. Linda, quand tu pourras nous recevoir, si tu peux couper ta vidéo pour optimiser ton flux Internet, ce sera bien intéressant. Alors, Carmen, je reviens vers toi, je reste avec toi pour cette première question. Alors, les identités, déjà, comment toi, dans la posture, c'est vrai que tu es étudiante, mais quand il est question d'identité, comment tu identifies déjà les diverses cultures, comment tu les comprends, comment tu les reçois déjà en tant que lectrice?
Carmen, ton micro est coupé, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ton micro pour parler, Carmen. Là, vous me recevez? Oui, c'est OK maintenant. Oui, ça va. Vous me recevez? Oui, c'est OK, tu peux y aller. Super. J'étais donc en train de dire, disons, pour moi, la culture, déjà, je la vois comme une forme d'éducation. Pour moi, c'est une éducation avant tout, car elle nous permet d'apprendre et de connaître les différentes attributions culturelles, les différentes formes de culture, qu'elles soient linguistiques, qu'elles soient gastronomiques et plein d'autres, des différentes régions, si c'est dans un pays, des différentes régions ou des différents pays. C'est comme ça que moi, j'ai pu voir la culture. D'accord. Et dans la position de traduction, quelle est l'importance justement de la culture selon toi? Quel est son rôle dans ce que quel est le rôle déjà de l'identité, le rôle de l'identité, même déjà d'un auteur, en commençant par lui, quelle est la place que son identité occupe dans le processus de traduction? Si je comprends bien la question, vous demandez savoir quelle est la place d'un auteur dans la culture de la traduction, bien la place d'un auteur à travers ses romans culturels dans la traduction. Oui, la place d'un auteur, justement, quand on traduit, quelle place accorde-t-on justement à l'identité de l'auteur? Déjà, quand on traduit, ce que des différentes études que j'ai eu à faire, quand on traduit déjà, c'est très bien de connaître d'où vient l'auteur. Ça facilitera la traduction. Lorsqu'on sait déjà d'où est-ce qu'il vient, son origine ou son pays, on sait comment se décrivent ou se disent un certain nombre de choses dans ce pays-là. Parce que chaque pays ou chaque région a une culture qui lui est propre, a une culture qui lui est sienne. Donc, identifier déjà la culture et l'origine d'un auteur permet qui se traduisent pas réellement, mais qui ont des équivalences, dont on trouve des équivalences, pas des traductions proprement parlant. Donc, il est important déjà de savoir d'où vient l'auteur, de le connaître culturellement parlant. Logique. D'accord. La question des équivalences, et justement, on y reviendra parce que c'est une question qui a été soulevée lors de plusieurs rencontres, lors de plusieurs échanges sur la traduction littéraire à travers l'Afrique, quand il était question de l'authenticité. Alors, so Mariel, now as a language teacher, so what can you tell? Are languages fed enough with words to translate what can be transmitted to the other readers? So are languages powerful enough to translate different or several cultures? Please open your microphone. Sir, please, I didn't get you well. Come again. Okay. Now, as an English language teacher, or as a language teacher, so how do you feel languages when it comes to translating identities or cultures? Are languages powerful enough, or are they mastered enough for translators to be able to do their work properly? Okay, thank you, sir, for that question. So, languages is what we can be able to read, because through a language we are able to know, okay, that we can read someone in English and we can read someone in French, or we can read someone in another language, either in Russian or in Chinese. So language is just like a vehicle which someone can use to translate a message. That's the first thing. Now, language does not suffice to translate identities. Now, the role of a translator in this context now comes as someone who can bridge
that can make a message cross get to the target audience in such a way that he translates not only the identity, he translates the culture. And when we talk about culture, we are talking about identity, we are talking about the language, we are talking about the way of life of the people. That is their activities that we do. So language does not suffice to translate identities. The other aspects is important for a translator to be able to pass across the message for the target audience to understand. All right, thank you very much, Mariel, to start as a good one. But I'll stay with you with this other development of that particular aspect, because when we're talking of translation, I'm coming back to the identity, and identity, as just Carmen said, is based on where somebody lives, the region, how are the habits there, the customs, and what people used to do on a daily basis, how they do it. So now, when you feel like translating, considering the context. Now let's talk about the context. How do we have enough words to say a particular context when we don't directly relate to it with our language? So how do we do it? How do we translate the context that we don't know properly, we don't know deeply, of which the codes are still unknown to us? So is it possible, first of all, to translate that kind of context, or how can it be done? How can a translator manage to produce a reliable translation of a culture he doesn't know? Okay, when a translator comes in a context where he has little knowledge about that context or the geographical area of that context. Now, what he does, or what he should do, is to proceed by maybe reformulation or explicitation. Now, when we talk about explicitation, it means he can put that word in that same, like he can put, for example, if you say cookie, cookie is a traditional meal eaten, let's say, by most people in the Northwest region. Now, when he puts cookie, he should put in bracket and explain what type of meal is it, so that someone from France, someone which is not from Cameroon, might be able to understand, okay, that cookie is this type of meal that is mostly eaten at this place. So if he comes in a context where he has nothing, he does not know many of it, he can get to those people, can get to the target audience, so that they can tell him what is it all about. So when he knows about the history, he knows about important elements of that tradition. Now he will be able now to render it faithfully without missing the target audience. Because what is important is that we should always translate. Translators should always translate, taking into consideration the target audience and not the source audience, because you are translating for a particular people. That's what I would say, sir. Okay. Thank you very much, Mario. We'll go further into that question later. And now, Linda, est-ce que maintenant tu es avec nous? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que c'est stable de ton côté? Oui, c'est bon. J'ai dû changer de poste, mais ça va maintenant. Oui. Est-ce que je vois dommage, on a perdu les livres derrière? Ah oui, on a encore quelques livres, apparemment, mais on a perdu la majorité. Ça va aller, on ajoutera au fur et à mesure. Ok, d'accord, merci. Alors Linda, qu'est-ce qu'on peut savoir sur toi, ton lien avec la traduction, et justement tu vas enchaîner avec la question des identités. Comment tu perçois les identités déjà dans l'écriture, quand elle est proposée, que ce soit en roman, que ce soit en nouvelle, que ce soit en poésie, en autre chose? Alors comment tu te présentes brièvement et tu nous dis comment tu perçois les identités en littérature? Merci pour la parole donnée. Je suis Linda Ngaounana, diplômée en traduction.
traductrice freelance depuis 2016 et également enseignante de langue. En parallèle, je suis cofondatrice de 360 Two Nations, une structure qui accompagne les associations et les individus dans la valorisation de leur image de marque au travers de gadgets et d'accessoires que nous créons nous-mêmes. Donc, voilà, pour ce qui me concerne. Maintenant, pour la question des identités culturelles, déjà, tout au long des échanges depuis le début de cette 3e édition, je retiens que l'identité culturelle est la manière dont un individu, une communauté perçoit le monde qui l'entoure et s'y inscrit. Et elle se manifeste au travers de la langue, au travers des traditions, des coutumes, des croyances, des récits, des habitudes, même de l'histoire. Elle se manifeste de plusieurs manières. Maintenant, quand on parle de traduire l'identité culturelle, il s'agit en fait dans un texte, que ce soit le roman, que ce soit la poésie ou le théâtre, d'identifier les manifestations de cette identité culturelle. Et une fois qu'on a identifié ces manifestations, il faut maintenant comprendre leur fonction. Quel est leur rôle, quelle est leur fonction et quelle est leur portée culturelle. Et une fois qu'on a compris cette étape-là, maintenant, en tant que traducteur, on trouve les méthodes et les stratégies pour pouvoir la rendre accessible à un public cible. Et donc, il y a différentes stratégies et la finalité, en fait, en matière de traduction de l'identité culturelle, c'est de pouvoir préserver à la fois la voix de l'auteur, son intention, sa culture, sa singularité et son authenticité, tout en la rendant accessible à un public cible. Très bien. Parlons justement de cette singularité. Commençons par là, parce que l'auteur, il est déjà d'abord tout seul en lui-même. Comment son écriture, on y va de cette façon, son écriture, comment le traducteur, est-ce que le traducteur tient en compte l'écriture de l'auteur? Je veux dire son style, quand il va traduire, ou alors ce qu'il va juste faire, c'est traduire ce qu'il voit, et peu importe le style que cela donnera à la fin par rapport à ce que l'auteur propose. Si on parle de cette identité individuelle spécifique qui est propre à l'auteur, qui est son style, alors comment le traducteur, est-ce que le traducteur en tient déjà compte? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la traduction est un acte de communication dans un projet donné. Pour dire que un traducteur ne se lève pas. En fait, il arrive rarement qu'un traducteur décide de lui-même de traduire une œuvre. La plupart du temps, on est contacté par un écrivain ou une maison d'édition pour un projet de traduction. Et donc, une fois que le traducteur accepte ce projet de traduction, il va avoir un échange avec le commanditaire. Et cet échange avec le commanditaire va permettre d'établir un certain nombre, en fait, de ressortir un certain nombre d'informations qui vont aider le traducteur dans la manière dont il est censé effectuer son travail. On va par exemple demander à l'auteur quel est l'effet qu'il souhaiterait que son texte ait dans la culture cible. Quels sont peut-être qu'il a un objectif financier derrière. Ou alors, est-ce qu'il souhaiterait que l'identité culturelle qu'il présente dans son œuvre soit présentée telle qu'elle dans la culture cible? Donc, un échange. Et c'est donc au sortir de cet échange que le traducteur pourra maintenant décider des méthodes, des techniques et des stratégies pour pouvoir rendre le texte. J'espère avoir répondu à la question. Du moins, nous sommes sur la voie de quelque chose qui sera bien sûr un peu plus approfondi. Donc là, c'est déjà ce début que nous tenons. Dear Marielle, so I'm taking the same question that I asked Linda regarding the author style, how his writing, how his handwriting is conceived. So when translating, is it important to translate also the way the author is writing?
not just the ideas or the message, if you can call it so. So is it important to translate the author's writing so that the reader has the full, has the complete translation, both of the culture, the message, and also the author's writing style? So is it important to translate the style or to transmit the style to the target audience? Yeah. Thank you, Mr. Ray. To complete what Linda just earlier said, I think she said almost all. But what I would like to add is that now you need to translate the author's style, because if you are not translating the author's style of writing, you are missing it already. Because the author had a particular style of writing, and when he wrote that his novel, he wrote it in a particular context. For example, maybe he was doing a post-colonial area, or he was doing maybe the slavery during the post-colonial era, or during a period of slavery. Now, when you miss out to translate the style, it means you are missing out already the context, because when you translate the style, you are putting in the context in which that work the original text was produced. So if you take into consideration the style, then you need to also consider the strategy, as Linda earlier said, because before translating any novel, any work, you begin by having a strategy which you want to translate. And universally, or what we always know, we have two strategies. We have foreignization and domestication. So when you are translating for a particular audience, you should take into consideration the context, and you should take into consideration the kind of words that they use. That is, domesticate the word to them so that they can be able to identify themselves. If you don't take into consideration the domestication, which is another style in which a translator should use in order to maintain the author style, you are missing already. So translating is not just about picking up a work and you say you want to translate, but a lot of mechanism goes through before you begin translating. So that's what I would say. Apart from style, a translator should also take into consideration those other aspects. Thank you. Okay, highly welcome, Mariel. And I'm staying with you with this other question. Now, Carmen talked about during her introduction, she talked about the equivalences. Okay, so now when it comes to equivalences, there are many challenges that are raised. For instance, like the authentic culture of a particular region. Let me take an example. We had a conference in Accra, that was 2 years ago, a global conference in literary translation with some translation lecturers from the University of Accra in Ghana. And the question of equivalences was raised. It was like, here we eat dogs. And now the translator was tasked to transmit the culture to a Spanish audience. And now what happened was that he was called and said, okay, they will be shocked there to see that people are eating dogs, because where we want this to be read, people don't eat dogs, they cherish their dogs. So look for another animal. You see? And now, at this particular stage, what do we do? Is it still the culture? Is it still that culture we are translating? Or are we now just sitting in others' comfort and distorting the source culture? Okay, I would say you are not distorting the other person's culture. Yeah, because if you say for example, the Muslims, as just to take over the explanation which you just earlier gave, if you say, for example, in the Muslim culture, they don't eat pig. Yeah, they don't eat pig. Now, if you are translating in their culture, if you are translating something maybe to them, you will not try to use pig, because if you use pig already, it's really going against their religion, going against their custom and religion. Now, you should you should go an equivalent of something which you don't like by using something else.
Now they understand it like an animal. They understand that you are actually talking about that animal. You get it? So because if you actually present it that way, you are like how will I say, not respecting them, not respecting their culture, not respecting their way of life. But it's better to go through equivalent. That is, you present something in their culture which is closer to that animal, and they quickly understand that they are talking about that. So you see, equivalence is very important when translating. Okay, thank you. Thank you. The sensibility of the others. Okay. Okay, all right. Yeah, okay, to preserve the sensitivity. Okay, that can be done. Carmen, justement, tu as évoqué la question des équivalences tout à l'heure. Et aujourd'hui, cette question-là pose un problème exactement. Il y a le développement de Marielle sur le respect de la culture de celui qui va recevoir la traduction. Alors, si le respect de sa culture, ça se comprend. Mais maintenant, tu as aussi parlé de la culture comme enseignement. Si on travestit une culture pour ne pas heurter la culture, la culture pour laquelle on traduit, est-ce qu'on est encore en train de traduire? Est-ce que l'enseignement reste? Si par exemple, on traduit un texte qui va chez des musulmans et que ce sont des non-musulmans, ou même si ce sont des musulmans qui, dans une communauté particulière, prennent du porc et qui évoquent leurs raisons, est-ce que ce n'est pas maintenant dénaturé une traduction? Est-ce que ce n'est pas bloquer un enseignement parce que déjà il faudra faire plaisir à l'autre côté qui ne doit pas être choqué? Merci de m'avoir passé la parole et je vais légèrement contredire Marielle parce que je ne pense pas qu'on doit trouver des équivalences à tout terme, à toute phrase. Par exemple, dans le cadre de la littérature, prenons le cadre de la littérature par exemple, lorsqu'un auteur écrit un livre avec peut-être en avant le porc, le cas comme c'est le cas actuellement, le porc, ça dépendant du contexte. On peut par exemple dire dans un texte, quelqu'un mange du porc. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va devoir chercher à forcément trouver une équivalence pour cette phrase-là. On peut la traduire simplement en disant que cette personne est en train de manger du porc. Les musulmans, oui, ne consomment pas le porc, mais ils savent qu'il y a des chrétiens qui le consomment. Si c'est un chrétien qui a écrit l'histoire et que l'audience et que les protagonistes sont des chrétiens, je ne vois pas le problème, je ne vois pas pourquoi forcément chercher à changer le terme porc pour l'adapter, pour l'ajuster au roman musulman. On peut simplement le conserver et en expliquant que c'est dans la culture chrétienne, dans la culture des non-musulmans, de consommer du porc. Tout simplement avec une note de bas de page, une explication simple. Forcément besoin de trouver des références à ce terme. Très bien, Carmen. Merci. Oui, cela nous donne aussi cette autre position parce que les questions de transmettre la culture qui est là. Parce que si c'est un enseignement, si on lit pour apprendre, il est important qu'on apprenne par-delà les sensibilités. Linda, est-ce que c'est un avis que tu partages aussi quand il est question de traduire les cultures? Est-ce que quelque chose qui choque, est-ce qu'une culture est faite pour plaire à une autre culture? Déjà. Déjà, je partage pleinement l'avis de Carmen. Parce que nous sommes à un moment assez décisif où la littérature africaine et particulièrement camerounaise veut établir des bases solides dans le dialogue des cultures. Et s'il y a bien quelque chose que je retiens des échanges qu'il y a eu jusqu'ici, c'est que pour pouvoir communiquer avec les autres, il faudrait que notre départ soit également solide. Et donc, il n'est pas question de parce qu'on veut rendre notre culture lisible aux autres, de l'effacer ou de l'atténuer. Cela n'est pas, en fait, dans ce que nous défendons, la littérature que nous souhaitons défendre dans le dialogue ou la mondialisation culturelle, c'est une littérature qui assume ses choix. Et donc, tel qu'elle a dit, il y a aujourd'hui tellement de méthodes qui peuvent aider à faire transmettre des éléments je ne dirais même pas choquant, parce que qu'est-ce qu'on appelle choquant? Qu'est-ce qui est choquant? L'identité culturelle, c'est la vision d'un groupe donné. Et donc, s'il faut traduire cela, je maintiens
je vais maintenir. Et maintenant, comme Carmen l'a dit, je vais soit apporter une explication qui sera mise dans le texte de manière vraiment subtile, ou alors une note de bas de page, ou même encore ajouter au récit ou au roman un indice contextuel qui va permettre au lecteur cible de comprendre dans quel contexte est-ce que le mot, l'élément culturel a été traduit, dans quel contexte il se situe. D'accord, très bien. Merci. Merci Linda pour cela. Et justement, tu vas garder le micro pour cette question qui va dans le même sens. Alors, que fait des traductions infidèles? Infidèles, justement, dans ce cadre, dans le cadre où parfois, ce n'est pas vous qui voulez changer pour aller dans le sens de Marielle. Parfois, le commanditaire demande de trouver des équivalences parce qu'il ne voudrait pas que son lectorat soit choqué par certaines choses. Pas parce que, pas pour des questions, parce que la question de port des musulmans, c'est une question un peu évidente, mais seulement par souci de ne pas voir un certain type de choses dans leur culture. Par exemple, il y a des endroits où on vous dira, votre personnage qui doit aller en mariage, cette fille-là, elle est en train d'aller en mariage à 10 ans. Et non, ici, ce n'est pas concevable. Faites en sorte que cette fille-là ait au moins 15 ans. Voilà. On vous dit non, pour que ce soit à la limite, même déjà du tolérable, même si ça va susciter de la révolte, mais faites au moins que votre personnage ait 15 ans. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de réellement traduire? Et quand une traduction comme celle-là arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, au risque peut-être de me répéter, je le dirai encore une fois, la traduction intervient dans un projet, en fait, c'est un acte de communication dans un projet précis. Et vous-même, vous l'avez dit dès le départ, c'est une décision de l'auteur. L'auteur sait, par exemple, que tel aspect de son œuvre pourrait choquer. Il décide donc, non, moi, je ne veux pas choquer. Je veux que mon livre accède à cette culture. Je veux qu'il se vende dans ce pays-là, dans cette culture-là, dans cette zone géographique-là. Et je voudrais que ça ne choque pas, que ce ne soit pas censuré, et ainsi de suite. Et donc, il va dire, Madame, Monsieur le traducteur, traduisez de telle manière à ce que les endroits où tel aspect culturel qui pourrait choquer soit atténué ou relativisé. Et c'est donc là où on peut utiliser la technique de l'équivalence, comme elle a dit tout à l'heure. Si par exemple on ne connaît pas ce qu'on appelle le coquille, par exemple, on va traduire peut-être pour les Américains et on va décider de choisir peut-être un mets qui est prisé de leur côté et on va remplacer l'élément par ça pour qu'il y ait plus d'accès. Donc une fois de plus, c'est l'auteur qui décide de la finalité de la traduction de son œuvre. En tant que traducteur, on peut apporter des conseils, on peut apporter des conseils, en effet, mais pour ce qui est de la finalité, de l'effet que l'œuvre doit avoir dans la culture cible, c'est l'auteur qui l'établit et le traducteur suit la ligne directrice en apportant maintenant des choix linguistiques pour pouvoir atteindre l'objectif visé par l'auteur. Ok, c'est bien compris. Linda, Marielle, when we come to those equivalencies, and then now we have a reader who travels, who leaves his country and comes to that particular region, how does he feel when he finds that he was said things that didn't even exist? How does it feel? Because when we're talking of a target audience, it's not just about, we don't have to generalize and say that all those people will be shocked by this, or all those people will reject this. There are people who need to learn. People need to learn. And now, when there is a reader, now you have performed the translation, and the reader travels, comes to a region and finds that people are eating pigs there. People are eating dogs. But he based his work on, let's say, a lecturer who based his work and graduated
with the information he got from your translation. And now when he travels to that region to see, to touch it, to feel it, and finds that he was misled. So how is it treated now? Okay, when he happens to come now to that area and he noticed that, okay, what he had received from the translation was contrary to what he's saying. Now, he try to know more about the people. And when he knows more about, when he's going to discover that, okay, this is how these people behave, this is how these people do. Now, he's going to better understand the text and know that, okay, the translator didn't exactly get him what he wanted, but he gave him something else. So you go a long way for him, right? You go a long way for him now to understand that this is the way of life of people, and better now see how to revise that translation, revise some terms which were not properly used. Because when he comes now to the area or to the geographical setting of where of the people, he's going to understand that, okay, that text was not properly done. And now, surely he's not going to get to that translator anymore, but he's going to know that, okay, this is how these people behave, this is how they do their things, and you better understand the text. Okay, Mariel. Yeah, that's one. It's really important to be jotted down, because when somebody reads, he trusts what he's reading. He learns from what he's reading. And when he's writing an essay, for instance, or is going for some exam, he's taking it as a reference. So this is the reference because it was said here that this. And since it is now fiction, okay, let me introduce this with you. Since it is not fiction, can we consider that the fact it is fiction can be a reason to change some aspect of a culture? No, I will not say that. I will not say that because it's fiction. Because when we talk about fiction, fiction is actually trying to representing the reality. Because fiction is something that, okay, even though it's something that is fiction, but there's a truth of reality inside. You cannot say because it's a fiction, you come to lie. You need to say as it is. Because fiction is not, when you say fiction, in essence, we are talking about a part of a reality. So when you are translating even a fictional work, it's true that you are talking about a particular people. So you should say how it is, and you should not lie. You should not maybe frame up stories, bring out things that does not exist because it's fiction. Because if you bring it that way, people will not understand, and it will cause, the worst thing for a translator is translate your work and people ask questions or try to seek for the source text. It means you have not actually done what you are supposed to do. A translator should be that kind of person that when they read this, the translated documents, there's no question. People do not ask themselves that, where is the source text? If people ask themselves that, what is the source text of this document, you have really failed as a translator. So when you are translating fiction, it should the elements should all be there, and the appropriate terms should be used. Thank you. Okay, elements and appropriate terms should be present in that work. Okay, that one is well taken. Nous allons prendre cette question de Larissa Carmen. Alors, quels sont les défis des traducteurs africains et particulièrement des traducteurs camerounais dans un environnement où l'industrie littéraire, quelles sont déjà les opportunités de, justement, je pense que par cette question, Larissa voudrait aussi évoquer les opportunités même de traduction. Là où il y a toute cette turbulence, le livre n'est pas toujours de qualité. Maintenant, il y a beaucoup de restrictions. Il y a une tonne de livres, même déjà sur le marché, on n'arrive plus à identifier quels sont ceux qui peuvent vraiment véhiculer. Alors, dans tout cela, comment les traducteurs peuvent-ils trouver une niche? Est-ce qu'on peut parler d'une niche de traduction aujourd'hui au Cameroun? Une niche de traducteurs au Cameroun. D'après Larissa, des traducteurs
lance, je dirais que le traducteur a toujours son rôle. Pour les traductions, bien évidemment, externes, parce qu'on ne traduira pas forcément pour le public camerounais qui est en majorité francophone, sauf si, bien évidemment, il s'agit de traduire d'un livre anglophone, d'un livre de la région du nord-ouest, nord-sud-ouest, pour les autres régions du Cameroun. Mais principalement, quand on traduit, c'est pour les exporter. C'est pour qu'ils soient vendus à l'étranger, dans des pays d'Afrique anglophone ou bien en Occident. Donc ici, dans ce cas particulier pour les traductions, on ne va pas chercher à cibler le public camerounais, mais à faire en sorte qu'il soit lu et compris dans une audience large. On peut par exemple faire plusieurs traductions, plusieurs éditions de livres. On peut traduire un même livre 2 ou 3 fois dans la même langue, c'est-à-dire du français vers l'anglais pour un public africain par exemple, et du français vers l'anglais pour un public occidental, car les deux publics ne sont pas n'ont pas la même audience. Les Africains peuvent comprendre un certain nombre de choses que les Occidentaux, eux, ne peuvent pas. Et il s'agira donc maintenant de savoir comment ajuster. Prenons le cadre de l'Afrique du Cameroun, par exemple, s'il faut traduire un livre de Djaïli Amadou Amal, par exemple, prenons le cas de Mounial, Les larmes de l'impatience, la façon avec laquelle on va la traduire pour le public africain qui connaît ces réalités-là, ne sera pas la même façon avec laquelle on va la traduire pour un public occidentalisé. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas réellement nos cultures, ils ne savent pas réellement ce qu'on vit chez nous en Afrique et particulièrement dans cette région-là. Il sera question d'adapter et d'ajuster chaque discours, chaque texte, chaque paragraphe pour les différents publics cibles. Les opportunités sont quelque peu difficiles du côté du Cameroun particulièrement, mais j'ose croire qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. J'espère avoir répondu à la question. D'accord, oui, bien sûr, Carmen. Je reste avec toi. Justement, maintenant, pourquoi à chaque fois qu'il est question d'ajuster, d'adapter les traductions qui viennent d'ailleurs vers l'Afrique ne sont pas du tout adaptées. Elles sont traduites exactement comme elles sont perçues. On ne se dit pas, bon, je suis en train de traduire pour un public africain, donc voici comment je vais dire les choses. Non, ces traducteurs traduisent exactement avec leur propre réalité, avec la réalité de ce qui est là-bas, même si le public africain n'y est pas familier et ne le comprend pas. Je peux citer une tonne de traductions, même des livres africains qui ont été publiés à l'étranger, traduits de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais. On ne retrouve pas cette adaptation. Alors pourquoi il faudrait, bon, Larissa nous a quitté, alors Linda, la question je te l'envoie, pourquoi il faudrait ajuster ce que nous faisons vers l'extérieur et l'inverse ne se fait pas? Merci pour la question. Déjà, je ne suis pas favorable à l'ajustement. Le défi que nous avons, ce n'est pas d'ajuster ce que nous disons, mais de trouver l'équilibre entre notre identité culturelle qui doit être véhiculée au travers de nos traductions et sa lisibilité à l'extérieur. C'est trouver l'équilibre, mais pas adapter. Il n'est pas question d'adapter. Oui, Carmen. Linda, s'il te plaît. Je vais insister sur cet aspect. Justement, pourquoi la question de lisibilité? Est-ce que c'est une question purement linguistique ou alors c'est une question fondamentalement culturelle? Est-ce qu'il s'agit de la langue ou de la culture? Qu'est-ce qui va être lisible en fait? Par exemple, est-ce que c'est parce que si on traduit pour les Américains, il est clair que l'anglais utilisé va être aura la grammaire, l'orthographe développée, pratiquée aux États-Unis. Mais est-ce que si on enlève cet aspect, il y a autre chose qui entache la lisibilité? Nous parlons de l'identité culturelle des textes littéraires africains. Je vais prendre un exemple. Si un écrivain camerounais rédige son œuvre en français, mais à l'intérieur, il fait intervenir des mots en ewondo, par exemple. Si je dois traduire son texte vers l'anglais, même l'anglais américain, je vais traduire. Mais lorsque je vais arriver à ce mot en ewondo, je ne vais pas le traduire. Je prends un exemple banal, Mbembekiri. Je ne vais pas aller traduire Mbembekiri. Je sais que c'est bonjour, mais je n'irai pas dire good morning. Je ne le ferai pas. Je vais maintenir le Mbembekiri
Mais maintenant, ce que j'apporte en plus, moi, en tant que traductrice, avec le souci que le lecteur qui va recevoir ce Mbembekiri comprenne de quoi il s'agit, c'est maintenant soit une note de bas de page, soit un indice contextuel. Un indice contextuel. Je peux affiner la traduction en mettant par exemple Mbembekiri salua-t-il au passage, juste un exemple, pour qu'ils comprennent dans ce contexte, ok, Mbembekiri c'est certainement une salutation dans ce pays, dans cette zone géographique. Très bien. Est-ce que maintenant, ce travail-là ne peut pas être directement fait au niveau du texte source, je veux dire au niveau de l'auteur? Est-ce que c'est au traducteur d'apporter des notes de bas de page, d'apporter des explications entre parenthèses, ou alors de rajouter du texte à un texte d'un auteur? Est-ce qu'au moment de traduire, on ne va pas plutôt suggérer à l'auteur déjà une relecture de son travail pour y arriver? Dans certains cas, ça peut être nécessaire qu'il y ait une relecture, mais dans d'autres, ce n'est pas nécessaire. Dans d'autres cas, ce n'est pas nécessaire qu'il fasse comment dire? Parce que déjà, une œuvre qu'on a traduite, c'est une œuvre qui certainement a eu un accueil assez favorable, en fait, de ce que j'observe. Les œuvres les plus traduites sont celles qui ont eu un accueil favorable déjà dans la culture source. Et donc, une fois qu'on a traduit, est-ce qu'on va venir demander à un auteur de réécrire son texte? Peut-être si l'auteur est décédé, je prends un exemple tout à fait banal, s'il est décédé, est-ce qu'on doit lui demander, parce qu'il faut traduire en allemand, qu'ok, à tel niveau, comme c'est compliqué, il faut réécrire. Est-ce qu'il va réécrire son œuvre dans ce contexte-là pour qu'on puisse facilement traduire? Je ne pense pas. Je vais te poser le temps dans ce sens-là. Oui, avant de passer à Carmen pour une autre préoccupation. Je vais te prendre un livre que tout le monde connaît, qu'on a lu. Évidemment, je vais prendre cet exemple parce qu'on a lu et c'est quelque chose qui est visible, qui est dans la société. Quand on a lu Mounial de Djaïli Amadou Ahmad, c'était encore le grand prix orange de livre africain. Quand il a été ce prix, il était d'une certaine qualité. Pour devenir Les Impatients chez Emmanuel Colas, un livre déjà primé, déjà connu, a été relu et corrigé. Alors, pourquoi on ne devrait pas faire pareil? En traduction, surtout qu'on sait que parfois, ce n'est pas par leur qualité linguistique que certains livres sont reconnus. Alors, pourquoi ne pas proposer une relecture? Le traducteur, je crois que c'est aussi son droit de proposer une relecture quand il est face à quelque chose qui, déjà à la source, n'est pas suffisamment élaboré. Bon, je l'ai dit à l'entame que c'est pas fermé, en fait. Je n'ai pas dit non, c'est pas fermé. C'est pour dire qu'il y a la possibilité, effectivement, qu'un traducteur requiert à l'auteur de relire ou de revoir un peu l'écriture. C'est tout à fait possible, ça arrive. Ça arrive. Ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas du tout à exclure. Mais une fois de plus, c'est comme on dit, tout dépend de l'effet qu'on souhaiterait que l'œuvre ait dans le public cible. Si on se rend compte à l'état tel que le livre est, il faut le peaufiner, il faut l'affiner afin que sa réception soit des meilleures. Pourquoi ne pas le faire? Ok, d'accord. Ça, c'est parfait. Alors, Carmen, nous évoluons avec d'autres. Je prends des remarques de Jean-Pierre Noël Batum. Le traducteur, au-delà de la science, doit se considérer comme un écrivain. Et voilà quelque chose qui revient régulièrement. Et la question est très souvent posée, est-ce que être écrivain ou alors avoir des aptitudes à l'écriture fait un meilleur traducteur? Je dirais que oui, parce que notamment dans la traduction littéraire, il faut être écrivain. Il faut aimer écrire, parce qu'il y a ce qu'on appelle en traduction, il y a ce qu'on appelle la transcréation, c'est-à-dire créer à partir d'un texte et propre note. Revenons sur le cas des équivalences, par exemple, des équivalences et culturelles. Prenons des slangs, du jargon camerounais, nos expressions, peut-être tu vas lire l'heure ou bien le slang. S'il faille maintenant traduire cela dans un contexte américain ou britannique, je vais prendre les deux si vous me le permettez, que les deux, que ce soit anglais, britannique ou américain, bien que ce soit différent.
Maintenant, donc, s'il fallait traduire cela pour un public américain ou un public britannique, on va devoir faire des traductions bien différentes. Pourquoi? Parce que traduire le slang pour un anglais soutenu, on est d'accord, on va perdre l'idée de l'autre. C'est une question oui, bien sûr, bien sûr. De recréer ça dans le slang américain pour que l'américain sache que c'est vraiment un français du quartier, un français familial, pas soutenu. Un jeune qui s'exprime, par exemple. L'équivalence de cette phrase-là dans le registre américain ou bien le registre britannique. Les deux langues ne sont pas les mêmes. Même au niveau de l'écriture, pas la même chose. Oui. Donc oui, pour traduire, il faut d'abord être écrivain. Il faut savoir comment aligner les mots, que cela puisse être entendu par le public cible. Vous allez m'excuser. Donc, à cette question, je dirais que traduire, c'est transcrire. Traduire, c'est réécrire sans perdre la note, la vie et le message de l'auteur. Il y a des moments où lorsqu'on compare, on a même l'impression que le texte cible n'a pas été traduit, écrit par quelqu'un d'autre, parce qu'il y a très souvent des différences syntaxiques et même linguistiques. Alors, on appelle justement de la traduction. La linguistique, sans changer la culture, mais en la transférant, en faisant une adaptation dans l'autre culture. Si c'est faisable, bien évidemment. Dans le cadre, comme j'ai dit, dans le cadre du slang et du jargon principal. Ok. Ok, très bien, merci Carmen. Si Pauline nous suit, Pauline, s'il te plaît, j'ai bloqué, j'aimerais savoir si un de nos participants, j'ai pas la possibilité de le savoir là tout de suite, si un de nos participants est en train de vouloir intégrer le studio sous le prénom AD. Qui est communiqué sur ce nom, s'il vous plaît, vérifie dans le groupe et je pourrais l'ajouter. Alors, Linda, comment la traduction peut-elle, ça c'est une question de Red Carpet 237, Red Carpet 237, comment la traduction peut-elle préserver sa singularité et sa dimension humaine face aux avancées de l'intelligence artificielle? Bien sûr, il faut naturellement passer par là, parce que quand on parle justement d'un monde globalisé, l'intelligence artificielle devient pas incontournable parce que c'est un outil qu'il faut absolument utiliser, mais incontournable dans les discussions, dans les échanges, parce que c'est de plus en plus mis en avant. Alors, comment la dimension humaine est-elle préservée et la singularité justement d'une plume face à l'intelligence artificielle? Surtout qu'il y a un souci chez certains, comme ils le disent souvent, d'harmoniser leur écriture. Alors, comment on préserve cette singularité et cette dimension humaine? Alors, on la préserve déjà en ne donnant pas le travail complet à l'IA. Parce qu'il faut aussi observer, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, certains auteurs pourraient s'aventurer à mettre leur texte dans un logiciel et ressortir la traduction. Et donc déjà, ce serait d'éviter de faire cela complètement, d'éviter de faire cela. Et donc, l'intelligence artificielle ne dessert pas le traducteur. Elle ne concurrence même pas le traducteur, mais c'est un outil qui aujourd'hui, indispensable, aide le traducteur dans son travail. Et donc, elle facilite notre travail, elle nous aide, mais ne peut remplacer le côté créatif de l'être humain, le côté émotionnel de l'être humain. Ça, c'est un aspect et une dimension que malheureusement, l'intelligence artificielle peine encore aujourd'hui à pouvoir copier. Et donc, je pense que cet aspect-là, et puisqu'il s'agit d'œuvres littéraires, l'humain reste au centre. Le traducteur humain reste au centre en matière de traduction. Et l'intelligence artificielle est juste un appui, un soutien, un outil d'aide à la traduction, en fait. Et non pas un outil qui vient remplacer ou prendre la place du traducteur.
D'accord, Linda, merci beaucoup. Voilà. Je vais prendre aussi il y a plusieurs interventions qui apparaissent. Il y a celle de Natacha Odona qui dit on va beaucoup changer le texte, l'histoire même. Je pense les attributs physiques et psychologiques d'un enfant de 10 ans ne sont pas ceux d'une adolescente de 15 ans. Justement, des questions pour dire que pour certaines cultures, si on traduit, et il y a des commanditaires, bien sûr, qui le font, qui vous demandent de changer l'âge du personnage. Donc, du coup, vous allez devoir changer toute l'écriture. Il est clair. Si vous avez écrit le texte, si le texte est le livre, il est écrit autour d'une fille de 10 ans, et maintenant on vous demande de donner 15 ans à cette fille, vous êtes obligé de refaire votre travail. Parce que là, même le regard que les parents ont sur l'enfant ne sera pas le même. Donc, on va vous demander d'écrire un autre livre. On ne peut pas tout simplement changer l'âge en passant de 10 ans à 15 et on se dit, OK, c'est bon, maintenant on a tout arrangé. Non, il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra prendre en compte quand il faut passer par là. Jean-Pierre Noël Batum qui demandait, faudrait-il qu'un écrivain d'Afrique s'excuse d'exister quand il était justement question d'équivalence, quand il était question des traductions qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas justifiées. On ne justifie pas l'Africain, on vous demande de prendre. La majorité des livres que nous lisons en français ne sont pas des Américains, en fait. Tous les livres qui viennent de là ne sont pas en français d'origine. Ils sont écrits en anglais et quand on traduit, on ne les traduit pas en se disant qu'il y a un Français d'Afrique. On les traduit en français et l'on sait que le français, parce qu'en fait, l'Afrique n'est pas une limite au monde quand on va traduire. On va traduire en français pour que celui qui comprend français dise, alors, s'il faut traduire en anglais, je vais prendre un personnage anglophone ici au Cameroun, un personnage du sud-ouest ou du nord-ouest, peu importe, qui a son expression et qu'on va mettre dans un texte. Est-ce que, pour traduire, maintenant, si le texte est écrit en français et l'expression, elle est donnée en français, comme les anglophones, ils parlent souvent français quand ils le découvrent, est-ce que je vais aller changer pour un Américain qui découvre, ou alors pour quelqu'un d'autre qui découvre l'anglais, comment il va le parler aux États-Unis? Non, pas du tout. Parce que s'il faut qu'on prenne l'évolution des sociétés, s'il faut qu'on prenne comment cela avance, on est obligé de traduire ce qu'on reçoit et c'est ça qui fait partie de l'identité. D'où cette question que je vais te poser, Carmen. Je crois que je l'ai posée à chacun des panels auxquels j'ai modéré et même les autres. Est-ce que les cultures sont égales? Je repose cette question. Au niveau de la traduction, on a l'impression que là, c'est plus criard que les cultures ne se valent pas du tout. Alors, est-ce qu'elles sont égales, Linda? Carmen, je viens vers toi après. Non, les cultures ne se valent pas. Certes, elles peuvent se ressembler, mais elles ne se valent pas. Je vais me permettre de prendre un Camerounais qui réside au Kenya. Et le Kenya parle anglais, comme une bonne partie du Kenya parle anglais. Mais le Kenya a sa culture et ses propres langues et son propre style langage, son propre langage qu'ils adaptent justement en fonction de leur langue nationale, c'est le Swahili. Au Cameroun, autre langue qui est également influencée par l'anglais, le pidgin et les différentes langues plurielles qu'on a au Cameroun. Prenons si dans un livre en français, au Cameroun, par exemple, on a mis le terme bensikiner, bensikin. Si on doit traduire cela, on ne connaît pas dans le Kenya, peut-être avec la danse traditionnelle, le bensikin. Donc, ce n'est pas le cas. Au Kenya, si tu veux traduire de manière propre, donc garder le langage, la langue, tu ne dois pas dire ni bensikin qui est la danse traditionnelle, pardon, ni motorbike, for example. You cannot change from motorbike. Même si c'est correct, ce n'est pas propre, ce n'est pas la culture là que tu dois devoir dire boda, par exemple. Ou alors conserver le mot bensikin et aller faire une page et écrire que bensikin au Cameroun se réfère à boda au Kenya, par exemple. Voici par exemple deux pays qui ont, je peux dire pratiquement anglais, mais les langues et les cultures ne se valent pas. Bien que ce soit l'anglais, c'est ça qu'on appelle la traduction intralinguale entre deux mêmes langues.
que ce soit de l'anglais camerounais vers l'anglais kényan, bien l'anglais gabonais. Juste à cause du fossé culturel, on va devoir adapter et changer les discours pour qu'ils soient compris par tout en conservant bien évidemment la culture du et de l'auteur, du moins. Donc, elles se ressemblent, certes, mais D'accord, merci pour ce développement, Carmen. Linda, Carmen nous a fait cet exposé, nous a proposé un exposé sur le plan de la langue, et bien sûr, on comprend que quand il est question de langue, il faut écrire dans une langue que l'autre pourra lire ou que l'autre pourra identifier, dans une langue que l'autre pourra reconnaître. Maintenant, allons sur le plan de la culture en elle-même, les éléments culturels. Est-ce que les cultures, elles se valent? Si, par exemple, ici, je reviens avec cet exemple de départ, à tel endroit on mange du chien, au niveau de la tradition, on dit non, ça va choquer les autres. Si pour cela, c'est une festivité autour de la consommation du chien, et chez les autres, c'est une horreur, est-ce que les deux langues arrivent sur la table avec le même poids, les deux cultures? Est-ce qu'elles arrivent sur la table avec le même poids? Est-ce que maintenant, on pourra dire, je prends le chien ici, la festivité c'est autour du chien, je ne veux pas mettre un mouton à la place, donc c'est une festivité autour du chien, et je veux faire comprendre à l'autre, dans sa culture, que chez moi, à tel endroit, il y a la festivité autour du chien. Est-ce que c'est toujours, est-ce que les cultures se valent sur ce plan-là? Alors, cette question, parfois, elle me choque parfois. Elle me choque parfois parce que demander si les cultures se valent, ce serait comme dire que peut-être qu'il y a une culture qui mérite moins d'être écoutée ou moins d'être valorisée qu'une autre. Et ça, je ne pense pas. Ça, je ne le pense pas. Quand nous parlons de l'ère de la globalisation, chacun apporte de chez lui. Chacun vient avec un bagage. Et lorsque nous venons à cette rencontre, c'est pour partager ce que nous avons avec les autres. Pas en se fermant, mais on partage. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Je viens, je donne. Qu'est-ce que je donne? Et si je viens pour donner une célébration où le chien est au centre des mets qui ont été préparés, est-ce que parce que l'autre ne sait pas qu'on mange le chien chez nous, ou parce que le chien est considéré comme un enfant chez eux, que je ne vais pas venir dire que le chien chez nous se mange et que c'est un aspect important de notre identité culturelle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et maintenant, ce qu'il faudrait appuyer en apportant cette connaissance, c'est que c'est comme ça que ça se fait chez nous. Et ils doivent le comprendre. Et ils doivent le comprendre. Sinon, dialogue, il n'y a pas. Sinon, dialogue, il n'y a pas. Donc, il y a une culture qui mérite d'être reçue davantage que l'autre. Ils ont voulu, à un moment donné, on a voulu un peu, comment dire, établir des règles qui disent, bon, ok, tel langage, telle culture est plus importante parce qu'il y a plus de personnes qui la partagent. Ils ont essayé de donner une classification aux cultures. Et donc, je trouve ça un peu... Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que toutes les cultures, quand on parle de dialogue global, se valent et méritent d'être pleinement exprimées. Et donc, c'est tolérance que de dire que même si je ne suis pas de là, même si l'identité culturelle qui est véhiculée dans l'œuvre ne me plaît pas, je ne le partage pas, je le reçois et ça fait une partie de ma connaissance. Ok, ça ne se fait pas comme ça chez moi, mais ailleurs, ça se fait ainsi. Et donc, je pense que le défi de la traduction aujourd'hui, c'est de ne pas perdre ça. C'est de ne pas perdre ça. Je traduis et je dois être capable de transmettre cette altérité sans la diminuer ou la diluer. D'accord, merci. Ah, Marielle, you're back. You've been missing. How is it? Yeah, I'm fine, sir. I'm back. I had some issues, but okay, thank you.
Thank you, you're back. And now you have this question from Fabrice Thiago, who is asking, if someone finds out he or she has been misled by a translator, what will that person not believe it's better henceforth to read text in the language they have been originally written? This often happens. And to tell you the truth, I'm mostly reading in the source languages because I found that translations most of the times are not correct, even when they are done by that performed by those whose resumes show 30 years of experience and they have been translating books for so long. But you finally discover when you compare that it's at times it's better to read the source documents, like Jean-Paul Sartre traveled to Germany to study German philosophers in German. You see, just because you don't want somebody to give his advice on what somebody else is doing, except you really find that it's a reliable translation. So is it not at times better to read in the original language, considering what is happening today? Yeah, I want to thank Fabrice for that question. Exactly. Because sometimes when you read a text wherein at first you didn't even know that it was a translation, you come to realize that there are many things that is contrary to what, especially if it's in your context, you come to realize that, hey, but that's not how it's been done in my context. So you don't know that, okay, this text is a translated text. You try now to find the source text of it. Meanwhile, if it happens that way, it means the translator has failed. As I earlier said, when a translator should be that person that when he translates a text, it should not smear the translated text or the source language should not be failed in that text. And now, what can he do or what can she do in order not his translated text, because a translator is a co-author. Yes. So what should he do in order that they should not identify that this is a translated text? First, the very first thing is that he should not listen from what people say over the phone or over the newspaper or over the radio. What he should do is that before he wants to translate a text, he should make sure that he identify himself in that context. Now, as you earlier said, Jean-Paul Sartre went to Germany and he lived with the people. He knew the ideology. He knew the lifestyle. He knew everything. So a translator, in order for him to able to translate a text, to render a text faithfully as it should be in the target language, he should live with those people, know their identity, know their culture, know the way they do, in order for him, apart from reading the source text, and know, he should also live with the people, because when he lives with the people, he's going to know what they are, who they are, and what they like, in order for him not to sell himself out, in order for him not to be recognized that, okay, this is a translated work. And let me tell you, when people know that this work is a translated work, they'll beef out there. They will not like to get closer to that work anymore. Yeah, that's right. And I've been keeping smiling since I read this remark, Natasha O'Donnell. So I'm staying with you for that. And she says, for instance, take a book translated in English. So when the author doesn't understand the destination, the target language, so how will the author? So because I just keep smiling. So an author who doesn't understand a target language, is it dangerous for him to stay without learning that language when it's going to be translated into it? Because many things may appear and that may not be his work, or maybe he can be assaulted or pointed at sometimes because of some words that, or some particular expressions that are not, phrases that are not his. So what can an author do when he doesn't understand the target language? What an author should do, or what a translator should do when he does not understand the target language, is only to learn. There are no two things. In order to, because a language is very important. If a language is not there, he cannot communicate to the other target, to the audience. What he should do is only to learn that language. There's nothing else to do. To learn that language is very important.
Okay, thank you very much. Alors, Carmen, nous sommes rendus, il nous reste un quart d'heure. Malheureusement, ça passe très vite. Et qu'est-ce qu'il faudrait comprendre de la traduction à l'échelle globale aujourd'hui, quand on est traducteur africain? Quelles sont les autres ressources, quelles sont les ressources additionnelles aujourd'hui que l'on doit prendre en considération? Lorsqu'on est traducteur, et principalement traducteur littéraire, comme c'est le cas de notre prise de parole aujourd'hui, je dirais qu'il faut déjà connaître la terminologie, principalement la terminologie littéraire, adaptée aux différentes langues. Chaque traducteur a ses langues sources ou salles. Et ces langues-ci, on ne traduit pas forcément. Il faut déjà connaître, travailler avec les outils logiques qui peuvent t'aider à un thème. Et même là, si tu as une base de terminologie, ça ne fait pas de toi, pas de ton traducteur. La technologie peut être une langue à une autre. On a balance et déjà connaître c'est l'anglais, oui, mais de quel pays? Par exemple, c'est pour quel peuple en particulier? Savoir quel registre peut prêter à confusion dans certains pays. Donc déjà, comme outil d'aide à la question, je peux déjà une bonne culture. Premièrement, très déjà le point. Il faut utiliser toutes les bases terminologiques ou bien les 14. Mais si tu n'as pas une très bonne source, et si, ça peut être très compliqué. Car maîtriser une langue ne fait pas le plusieurs langues ne fait pas de toi traducteur. Pas du tout. Et également, être la nouvelle information, des nouvelles cultures et s'adapter avec l'intelligence artificielle. J'insiste et je persiste. Pas la mettre à l'écart comme traduction première, mais s'adapter. Parce que l'IA permet d'avoir un premier brouillon. Au lieu d'avoir à traduire un texte 50 pages en 6 jours ou une semaine, l'IA te fait ça en quelques jours. Maintenant, c'est la traducteur, on input. Tu relis, tu regardes la syntaxe, donc, il faut avant tout la culture. La maîtrise de l'IA, je parlais de la transcription, une très bonne imagination pour créer et pour écrire certaines phrases, certains textes. C'est ça la base aujourd'hui de la globalisation, de l'expansion linguistique et même des langues. Ok. D'accord. Ok, d'accord, merci. Merci Carmen pour... Est-ce que peut-on parler nos cultures pour qu'elles se trouvent décalées avec celles extérieures dans leur expression, dans leur transmission? Parce que quand on va faire quelque chose, si vous regardez par exemple le festival africain de New York, si vous regardez pas mal de choses, on dit, OK, voici comment ça doit se passer, voici telle chose. Et il y a des éléments que vous regardez, vous vous dites, oh, oui, mais ce n'est pas comme ça. Alors, comment peut-on faire pour rendre nos cultures puissantes? Puisque malheureusement, on en est là. Malheureusement, on en est là, on en est à ce stade où il faut parler de empower nos cultures. Alors, comment peut-on rendre nos cultures suffisamment puissantes pour pouvoir les transmettre exactement comme elles sont et ne plus recevoir de consignes de décalage,
de diminution, de réduction, de dévalorisation et autre chose pour pouvoir faire passer ça de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que nos cultures arrivent à ce carrefour du donner et du recevoir en donnant aussi? Parce que le recevoir, oui, c'est très vite fait, mais le donner, c'est pas toujours reçu. Ce que je peux dire déjà, c'est qu'il faudrait que les auteurs africains, camerounais apprennent à accepter leur culture et refuser. On a des auteurs qui Oui, excuse-moi, Carmen, excuse-moi. Comme nous sommes en train de boucler, tu vas prendre la question est plutôt adressée à Linda. Linda, la question t'est adressée plutôt. Désolé, Carmen. Merci. Donc, Linda. C'était à moi. D'accord. Carmen a bien commencé. Je pense que les auteurs africains doivent déjà s'assumer, assumer qui ils sont, assumer d'où ils viennent, assumer pleinement leur identité. Et lorsqu'on s'assume, c'est plus facile d'aller vers les autres parce qu'on n'a pas honte de ce qu'on est. On ne peut non plus pas rejeter l'expérience coloniale et tout ça. Ça nous a apporté un plus. Hein. Le fait qu'on ait été en contact avec les autres de manière brutale très tôt et donc ça nous a renforcés. Et aujourd'hui, on devrait s'assumer pleinement, assumer ce que nous sommes et ne pas avoir honte de présenter ce qu'on est. Donc, ça part de là. Et maintenant aussi, il faudrait que les œuvres circulent. Il faudrait que les œuvres circulent suffisamment. En matière de traduction aujourd'hui, très peu, je vais parler de mon cas, parce que j'ai eu à recevoir souvent des demandes d'auteurs qui souhaiteraient faire traduire leurs œuvres. Mais sur 10 demandes que j'ai reçues, il y en a une qui a abouti. Parce que la traduction n'est pas véritablement prise en compte dans le projet littéraire. Et ça, c'est dommage. La traduction, le traducteur est un médiateur culturel qui mérite pleinement sa place dans cette échelle-là. Et donc, le fait qu'on ne soit pas considéré fait que le moment où l'auteur pense qu'il faudrait que mes œuvres sortent, que ça aille ailleurs, on vient penser à la traduction, mais on n'a pas, comment dire, on ne s'est pas préparé à ce que ce soit fait véritablement. Et je vais le dire ouvertement, c'est toujours d'un point de vue financier. C'est toujours d'un point de vue financier. Donc, pour que quelque chose soit connu, il faudrait que ça circule. Il faudrait que ça circule. Il faudrait que ça quitte d'un lieu vers un autre. Ça doit aller partout. Ça doit aller partout. Et aujourd'hui, la traduction est au cœur de ces échanges globaux, surtout en ce qui concerne les œuvres littéraires. Et donc, je pense que les auteurs devraient véritablement introduire la traduction au sein de leur projet littéraire. Et je remercie véritablement l'association Acolyte pour cet échange. C'est une première pour moi, personnellement. Et c'est au travers d'initiatives comme celle-ci, vraiment, on donne la place à tous les I'll talk about experts, language experts. Chacun des experts du langage interviennent et on peut valoriser la place de chacun dans le fil conducteur du projet littéraire. Donc, c'est ce que je dirais. J'espère avoir répondu à la question. Bien sûr, Linda. Et c'est bien noté, c'est bien consigné. J'espère que tout ce qui se partage là tombe dans de belles âmes et que cela puisse profiter à notre culture, à notre littérature et que l'épanouissement soit à la hauteur ou à la mesure de l'expansion que l'on est en train d'observer à travers le monde concernant la culture africaine. So, Mario, we are closing this program. We have come practically to the end of it. So now I'm taking this question from Aristide George Olama, who is a Cameroonian writer, is a philo writer. So, what lies behind translation?
Is it not an ideology? And how can we do? It's true that I asked Linda that question, but now I would like to have it in English too with you. So regarding ideologies, so what can our countries do? When I talk of our countries, I mean Africa. What can we do to be able to transmit our culture, to be able to share with the others? Like when we're talking of giving and receiving, now we are giving more and we are receiving more. I mean, we are receiving more, and what we are giving is not always taken. At times, it's not taken. At times, it's taken with just 2 fingers. So, what can we do to make sure our culture, though we can say that cultures are equal, there's not we cannot have some categorization of our cultures, yet in practice, we see what we see in the field is not it is not that. Those things coming, they are coming just like they are flushing in, but when we are giving out, it's just slowly going. So how can we do to make sure our culture is equally transmitted to the others? Okay, what I would say with regards to this is that, we are at the level of, as you earlier said, giving and receiving. Now, what should we do? The very first thing, it starts from us, the Africans, and from us. When I say Africans, you are talking about educators, administrators, the leaders. What we should do is to valorize our culture. When I talk about valorizing our culture, it means if we write a novel, maybe you write an article, you write a book, wherein we have African words. That's why I like this writer, Chinua Achebe. Yeah. Because when he wrote his novel, Things Fall Apart. Originally, that novel was in the Igbo language, and when he translated that word, when he wrote that word, he made in such a way that the Igbo culture should be known to the world by making sure that book should be translated. Now, when they translate that book, people will read and know that, okay, in the Igbo culture, that's how things are being done. So we should make sure that if someone comes Igbo, he is going to know that, okay, that's how they behave, that's how they do, that's how they know about their culture. They have festivals, they have market days, and that's how they do it. Now, by valorizing our culture, we respect ourselves, and by respecting ourselves, even the Europeans will respect us, and they will not try to put our culture to the back. Most of the times, people do not translate a book, as Linda earlier said, because they face financial constraints. They maybe say that, okay, the translator is going to tax us expensive on this work. Meanwhile, is making themselves known to the world, making themselves to be aware of what they do. We have noticed that the English language is a language mostly spoken in the world. Why? Because they make sure that their works are being circulated everywhere in Africa, everywhere in the world. So if, for example, we have a book written maybe in Bangante, yes, in Bangante, and in the native language from there. Now, if someone even in Lisbon, even everywhere, even wherever in the world happens to know that, okay, this is how these people behave, he was going to know us better and try to understand us. And therefore, our culture will not be relegated to the back. This is why I really thank the Association of Acolytes, that through this medium, through this channel, people try to know their culture, people try to sell their culture and make us that we are, and show to us that we are proud of who we are. Okay, so all right. Okay, thank you very much, Mariel. So what is the idea of a yearly African festival, African Translation Festival? How can that work? Does it sound something? Does it sound something in your mind? Does it ring a bell somewhere? Of course. We can have an African. For example, we can realize that in Cameroon, some weeks back, I think
the CIRAC, something like that, was being organized in Yaoundé, wherein not only Cameroonian produce were being showcased there, we equally had the culture from Côte d'Ivoire. Yeah, Côte d'Ivoire came in with them. So if, for example, an international makeup of only Africans is being organized, a trade fair which is being organized only by Africans in Africa, wherein not only a handful of African countries come there, but every country in Africa bring in their cultural artifacts, their cultural way of doing things there. I think it's going to make us, because in Africa we have a lot of resources. Our culture is rich. Through it, I picture it. I imagine how if we organize a conference where in Africa we have all these cultural elements, all these cultural artifacts, it will be very, very good, very exciting, and it will make us to better know our culture, better know our language, better know how we do things, and sell us out. Okay, all right. I'm just that's true, that's very important. Oui, Natacha, ça fait du bien d'entendre un coq chanter, parce que depuis là, j'ai envie de dire à Marielle, bon, il faut que tu m'invites pour le repas, parce que la chanson. Vraiment, c'est un plaisir, monsieur Ray. C'est un plaisir de vous faire déguster les plats, surtout le Watafu en héros. Je ne sais pas si un jour vous avez eu à déguster le plat Watafu en héros, qui est un mets traditionnel surtout de sud-ouest du Cameroun. C'est vraiment magnifique ce repas. Donc, je crois que je vais le déguster vraiment entre les mains des personnes qui sont à la source, comme ça. Je ne passerai pas par une traduction de ce mets. Je dirais, chez nous, on met un peu de sucre. Chez nous, non, je viendrai vraiment à la source. Donc, je n'en prendrai pas une traduction. Donc, c'est promis, Marielle. On a pris rendez-vous. Merci, Carmen. Merci, Lita. Merci tout le monde qui nous a suivis. Bibiche, bien sûr, Bibiche, tes observations, elles ont aussi été bonnes, précises, surtout que je sais que tu te bats aussi beaucoup pour ce qui concerne l'égalité même de l'humain. L'égalité au sein de l'humain, au sein de l'humanité. Donc, c'est naturel que les cultures, pour toi, la question de différence, la question d'inégalité ne se pose même pas. Oui, à tous ceux qui nous ont suivis, Fabrice, Natacha, Jean-Pierre, Aristide, vraiment tout le monde, Lucien, toujours avec nous depuis le début. Ça, c'est remarquable. Merci de toujours nous suivre, Lucien, ici, Noah. Et voilà, merci à tout le monde qui contribue, qui nous suit, Abdulaziz, Mohamedou. Et bien naturellement Pauline qui veille derrière, qui veille dans les bacs et tout ça. Merci, les échanges vont rester disponibles, bien sûr, non seulement sur la page Facebook Acolyte, mais aussi sur la chaîne YouTube. Mais vous aurez toutes ces informations naturellement en continuant de suivre la page Acolyte. Merci encore d'avoir consacré votre samedi matin, parce que nous avons une autre rencontre à partir de 18h. Celle-là qui ira bien sûr maintenant autour de repenser les théories, de la traduction à l'aune justement de ce que nous pouvons observer aujourd'hui comme réalité socio-linguistique. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. Et disons-nous tout à l'heure quand il est 18h, heure du Cameroun. Bye bye.